custom the wings. I had to custom the vibe. Je sais pas trop si chez les autres c'est pareil, mais genre dans mon cerveau il y a des trucs qui reviennent souvent. Genre des souvenirs bien particuliers. Les jeunes vivent avec le rap. Ou des pensées qui reviennent souvent en tête. Bref, donc j'étais en train de penser à tout ça quand j'ai reçu un mail de INRIA. J'ai trouvé ça stylé qu'un grand centre de recherche dans le numérique veuille travailler avec moi. Et après je me suis dit que ça allait bien être le genre de vidéos chiantes dans des bureaux et tout. Du coup je regarde ce qu'ils font. Et là j'ai cliqué sur ça. Agilis implanté chez les personnes atteintes de tétraplégie, des électrodes de neurostimulation au niveau du bras. Allô la Terre, ici Amy Plante. Bienvenue dans l'univers des gens qui, loin du cinéma, des jeux vidéo ou même de mon imagination, essayent jour après jour de trouver des solutions pour ceux qui ne sont plus libres de leurs mouvements. Attendez, mais il y a un truc que je comprenais pas parce que des patients atteints de tétraplégie, ok. Implanter une électrode dans leur bras, bon, ok. Mais pour essayer de redonner du mouvement à un bras qui est complètement paralysé, là je me suis dit mais what, mais comment? Bon, clairement c'était avec cette équipe-là que je voulais faire une vidéo. Mais à aucun moment dans leur mail, ils m'avaient parlé de cette équipe. Donc moi je leur ai dit que je voulais l'équipe projet Camine. Sauf que étant donné que ça touche au corps humain, c'était un sujet délicat. Et cette dame, Christine Azevedo, la responsable de l'équipe, était pas forcément hyper partante. Donc je devais la convaincre. Et donc l'idée c'est que vous en amont... J'ai jamais été quelqu'un de très convaincant, mais j'allais essayer. Donc on s'est fait une visio. Les patients en tout cas que vous avez, vous, c'est des gens... C'est possible de naître avec cette paralysie ou... Alors, nous en général c'est suite à un accident ou D'accord. à une maladie. La plupart du temps ce sont des accidents quand même. Okay. De jeunes en fait. Accidents du sport, de la circulation, plongeons en eau plus profonde. C'est vraiment Ah ouais, la d'accord. majorité, voilà. Et après il y a des tas d'autres possibilités. J'étais pas sûre d'être en train de réussir à convaincre Christine de faire une vidéo avec moi. Par contre, plus ça avançait, plus moi j'étais convaincue de vouloir faire une vidéo avec eux. Moi j'ai toujours dit, si à la fin de ma carrière j'ai une personne qui bénéficie de mes travaux, qui utilise au quotidien quelque chose qui est issu de mon travail, je n'aurais pas raté ma vie. Voilà, Ouais. c'est ça, je me doute bien que je ne vais pas changer la face du monde, mais voilà, si ça pouvait, ne serait-ce qu'une personne, mais à qui vraiment ça puisse rendre une qualité. Bon, apparemment j'avais réussi à la convaincre parce que quelques semaines plus tard c'était bon et donc j'étais dans le train direction Montpellier. Bon les gars, j'arrive avec ma valoche pleine de matos. Avec ma valoche, j'ai l'impression d'être ma prof d'histoire de lycée. Voilà, et là je me concentre parce qu'il va falloir filmer les trucs importants parce que j'aurai pas deux occasions de filmer, d'autant que Christine, je crois, elle est archi prise et tout. Elle avait une disponibilité de 1 jour ce jour-là. Et concrètement, ce que je voulais savoir, c'était quelles sont les solutions sur lesquelles ils travaillent et surtout comment ils arrivent à ne serait-ce qu'un tout petit peu faire bouger le bras de quelqu'un qui est paralysé. J'arrive dans ces locaux, je rencontre quelques personnes et là je pose ma question, comment ça marche les électrodes de neurostimulation? Ce que vous développez, ça marche comment? Plus on va aller vers la moelle épinière, plus on va centraliser l'information et plus il y aura de muscles qui seront concernés. On va stimuler des fibres nerveuses qui vont énerver différents muscles. Dans un même nerf en fait. En fait, vous savez c'était quoi le problème? C'est que j'étais en train d'essayer de comprendre comment faire bouger une personne tétraplégique, alors qu'en fait je sais même pas qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce qu'une personne tétraplégique ne peut pas bouger? Donc déjà, la première étape, c'était de comprendre comment ça fonctionne quand on fait un mouvement et pourquoi, chez certains, ça fonctionne pas. Au début, je suis allée voir Thomas et je lui ai dit « Ok, alors explique-moi tout ce qui se passe du moment où mon cerveau veut que je fasse un mouvement jusqu'au moment où je le fais. » Hyper intéressant. Et hyper complexe aussi. C'est souvent un peu plus complexe que ça t'hypnotise. Que ce qu'il n'y paraît. On a un peu fait peur par la question, ça. Ouais, il m'a répondu un speech de 15 minutes en m'expliquant qu'il y a plein de paramètres, la vitesse du mouvement, la puissance, que par exemple si tu soulèves un truc plus ou moins lourd, t'adaptes ta puissance, les différentes zones du cerveau qui sont impliquées, selon si le mouvement est volontaire ou involontaire, comme respirer, enfin bref.
Donc voilà un résumé en gros de ce qui se passe quand on veut faire un mouvement. Le principe, c'est que donc on a le cerveau, hein, ok. Ouais. Je fais très simple, la moelle épinière. Ouais. Et de la moelle épinière, on a des nerfs qui partent vers la périphérie. En gros, bon, peut-être que c'est un basique et que tout le monde le sait, mais moi je ne savais pas, donc je l'explique quand même. En gros, la moelle épinière, elle se cache dans la colonne vertébrale, et en fait, c'est elle qui fait la communication entre le cerveau et les nerfs. Comment les nerfs, en fait, c'est genre des fils un peu? C'est ça, c'est comme des câbles électriques en fait, les nerfs. Et ces nerfs, ils sont rattachés à des muscles. Si on a une contraction et qu'on combine la contraction de différents muscles, on va avoir un mouvement. Ok, donc un mouvement, de ce que je comprenais, c'était la contraction de différents muscles, qui est le résultat de la commande du cerveau, qui passe donc par la moelle épinière et les nerfs. Donc en gros, si c'est comme ça qu'on fait des mouvements, chez les personnes tétraplégiques ou paraplégiques, pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas faire des mouvements? Donc on s'adresse à des personnes qui ont une lésion de la moelle épinière, donc la moelle épinière est rompue. Imaginons qu'on a une lésion un petit peu haute ici, donc le cerveau n'envoie plus de commandes et la périphérie n'envoie plus d'informations, donc on sent rien, il n'y a plus de sensation non plus. Ces patients-là, quand tu vas avoir en fait la rupture de communication entre la commande du cerveau et les muscles sous la lésion, eh bien tu vas avoir une paralysie. En fait, en gros, par exemple, sur toute la colonne vertébrale, de ce que je comprends, il y a la moelle épinière. Ouais. Et en fait, les nerfs partent de la colonne vertébrale, donc de la moelle épinière, Ouais, c'est ça. vers les différents membres. Donc Exactement. ça veut dire que forcément, les nerfs du bras sont sur la colonne vertébrale au niveau haut. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et donc c'est-à-dire, c'est pour ça que plus c'est haut, plus en fait... Plus ok. c'est ça, plus les lésions vont être importantes. En tout cas, Ok, plus je comprends. les symptômes vont être importants et Ouais. les paralysies invalidantes. Donc c'est pour ça que là, en Ok. fait, on se retrouve chez des patients qui vont avoir la lésion généralement très haute au niveau cervical ici. Mhm. Et en fait, du coup, ils vont perdre le contrôle de tous les territoires qui sont en dessous. D'accord. Et donc, ça, comme on disait, ça implique un peu ce que le grand public a en tête, les personnes qui sont dans leur fauteuil roulant et qui sont paraplégiques ou tétraplégiques, mais également des problèmes au niveau des fonctions urinaires, intestinales, etc. Là, je comprenais qu'au final, ce processus du mouvement, il a lieu vraiment dans toutes les bribes de ma vie, que je sois en train de marcher, de faire la fête avec mes potes, d'écrire un SMS, de manger ou même de digérer ou d'aller aux toilettes. Sauf qu'en gros, il faut bien comprendre que c'est une rupture de communication, mais les nerfs, eux, gardent leur intégrité. Et ça, c'est l'élément qui changeait tout. Les muscles sont toujours là, les nerfs sont Ouais. toujours là, mais le cerveau ne peut plus les contrôler. Mais alors, si les muscles sont toujours là et que les nerfs aussi, peut-être qu'on pourrait quand même les activer. Ce qu'on veut, ce qu'on cherche, c'est activer ces muscles pour avoir une contraction. Ce qui était flou pour moi, genre, c'était comment est-ce que tu peux réussir à activer des muscles artificiellement? C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre une électrode et on va essayer d'envoyer du courant. On va mettre une électrode et essayer d'envoyer du courant. En fait, en gros, il stimule les nerfs avec des impulsions électriques. Mais en fait, stimuler les muscles avec des impulsions électriques, c'est un truc qui existait déjà. Il y a quelques années, il y avait un système qui fonctionnait, qui s'appelait le freehand. Ce système dont je parlais, qu'est-ce qu'il faisait? En fait, on va mettre des électrodes sur chaque muscle, relier ça à un stimulateur qui peut être implanté, et on va envoyer des impulsions pour contracter les différents muscles, et puis de manière coordonnée pour que ça fasse un mouvement. Mais donc s'il y a déjà un système qui existe, pourquoi tout ça? Ça a été commercialisé jusque dans les années 2000. Il y a 7 patients qui ont été implantés en France, et puis plus rien. Pour des raisons économiques, l'entreprise a arrêté de commercialiser. Donc ça a été un nouveau drame pour ces patients qui étaient implantés. Ah, parce qu'il faut l'enlever du coup? Ah, ils peuvent le garder, mais s'il y a une panne, c'est plus réparable. Voilà. Donc c'était un deuxième drame après le drame finalement. Donc je comprenais que déjà le système qui fonctionnait n'était plus commercialisé, mais surtout, ce système-là, il est supposé de mettre une électrode sur chaque muscle. Et ça fait une chirurgie qui est longue, 2 fois 6 heures. Donc en gros, 12 heures de chirurgie par bras. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on va multiplier les électrodes, multiplier les risques d'infection. Plus on va avoir, entre guillemets, d'électrodes à contrôler, plus la stratégie de contrôle va être complexe. Et c'est là qu'ils se sont dit, mais et si au lieu de mettre plein d'électrodes sur chaque muscle et d'activer directement les muscles, on activait les muscles, mais à partir du nerf? Et donc c'est de là que vient l'idée scientifique, l'innovation de base, c'est de se dire, mettons une électrode au niveau du nerf, et est-ce qu'en mettant une électrode à partir du nerf, on arrive à activer les différents muscles de façon sélective? Mais si je mets une électrode basique ici, on verra c'est des anneaux, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Si j'active, j'envoie de la stimulation électrique, j'ai tous les muscles qui vont s'activer en même temps. Donc comment faire
pour réussir à activer différents muscles de manière sélective à partir d'un seul nerf? Par exemple, ici, tu vois, ça correspond à une coupe du nerf ici. Et à l'intérieur de ce nerf-là, on va avoir des paquets de neurones qui vont être responsables de la contraction de plusieurs muscles. D'accord. Vous voulez que je vous fasse un résumé? En gros, dans le nerf, il y a différentes fibres nerveuses. Et selon les fibres nerveuses que tu stimules, il y a tel ou tel muscle qui va se contracter. Donc pour réussir à stimuler différentes fibres nerveuses avec une seule électrode, ils ont mis plusieurs contacts en fait sur l'électrode. Déjà, on va jouer sur le design de l'électrode. Bah, peut-être que je te montre l'électrode si tu veux. Ah bah oui. Il faudrait un stylo ou un truc pour faire genre c'est un nerf. Donc cette électrode en fait elle se déroule. Donc à l'intérieur on voit qu'il y a 2 anneaux. D'accord. Et 6 contacts sur celle-ci. Ces électrodes-là, elles vont être réparties tout autour du nerf. Et on va pouvoir les sélectionner individuellement pour essayer en fait de cibler quelques zones particulières du nerf. Et donc ça c'est une vraie... Enfin, oui. C'est vraiment ce qui... Ouais. On est dans de la recherche, mais comme on va sur de l'humain, on est obligé de respecter un certain nombre de règles, et donc c'est pas des choses qu'on bricole sur un coin de table. Ouais, bien sûr. Donc ce sont des industriels. Quand même. Elle me fait grave rire. Et bref, donc du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai tout compris. Ils ont mis une électrode, ils la mettent autour du nerf, et avec plusieurs contacts, ils vont activer un muscle plutôt qu'un autre. Et là, Thomas, il me sort ça. Le problème, c'est que vu que les nerfs sont différents en fonction des gens... Comment ça, les nerfs sont différents d'une personne à l'autre? Ça veut dire tu sais pas quel contact va activer quel muscle selon les gens. Et comment tu sais quel paquet Alors ça, c'est difficile de savoir avant. On peut pas se dire que à chaque fois qu'on va utiliser ce contact, on va monopoliser tel muscle, etc. Donc il faut qu'en fait on ait une plateforme software qui nous permette de jouer avec les différentes électrodes et les différents contacts sur les électrodes, pour qu'après en fait on puisse s'identifier pour ce patient. Ce contact va générer tel mouvement. Et donc Thomas m'a montré ce logiciel. En gros, ils vont créer des configurations avec plein de paramètres. On choisit une nouvelle configuration. Donc pas seulement le choix du contact, il y a aussi d'autres trucs. On va choisir quelle est la fréquence de stimulation, aussi pouvoir choisir quelle est la forme du courant qu'on va appliquer. Et la raison à ça, c'est qu'en fait, on va jouer sur plein de paramètres pour tenter d'avoir un maximum de finesse dans le mouvement, parce qu'en fait, c'est super dur de réussir à faire un mouvement. Parce que forcément, on va pas forcément avoir des mouvements très fluides. On n'arrivera jamais à forcément avoir un mouvement aussi fluide que toi ou moi, quoi. Comment on va Attends, mais là, le software, du coup, tu le... Là, d'un coup, je me suis dit, mais attends, mais genre, c'est branché à quoi, en fait? Genre, comment est-ce que ça peut envoyer les commandes? Ah oui, voilà, c'est ça. C'est relié à ça? En gros, t'as genre l'électrode qui est mise donc sur le nerf, il y a un câble qui remonte sous la peau le long du bras, il ressort plus haut et tu mets le connecteur là, ensuite ce connecteur tu le connectes à un stimulateur et ce stimulateur il est connecté à l'ordi sur lequel on fait les configurations. D'accord, ok. Donc cette fois c'était bon, j'avais bien compris tout ce qu'ils ont mis en place pour pouvoir activer les muscles à partir du nerf. Finalement, une bonne partie de la journée était passée et je voyais dans le couloir chacun qui travaille sur son sujet, avec des profils qui ont des compétences plus axées physiologie, électrophysiologie, développement de software, d'autres qui sont plus dans l'analyse de mouvement. Mais il y a quand même beaucoup d'acteurs différents qui vont permettre en fait d'arriver à ça. Et là, je me rendais compte à quel point c'était beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais. Parce qu'en fait, là, j'ai dessiné des choses super rectilignes, mais sur le bras, le nerf tout au long du bras, en fait, ils se recroisent, les fascicules se combinent, se mélangent. Donc on n'était même pas sûr que ce soit possible. Et finalement, en 2020, ils ont testé leur dispositif sur 2 patients pendant 30 jours. Joli. Et tu me la donnes. Enfin, tu me la donnes pas parce que tu peux pas. Et dans leur dispositif, il y a ce qu'on a vu, donc réussir à stimuler les muscles à partir du nerf. Mais il y a aussi plein de trucs, il y a des mécanismes pour que le patient déclenche lui-même le mouvement. Par exemple, en bougeant son épaule. Ils ont aussi développé des outils pour analyser les résultats, etc. Pour l'instant, on a validé cette approche sur 2 utilisateurs. Mais même si on voit quelques résultats, je me rendais bien compte du coup qu'en fait c'était pas il faut un mouvement, c'est certains mouvements bien précis et il y a encore plein de choses à améliorer. Et aussi il y a des défis de commercialisation de ce dispositif. Et dans la recherche, souvent on fait des choses qui n'arrivent pas dans les gens. Ouais. Donc c'est cool qu'on voit les patients qui bougent et c'est chouette aussi de voir leurs réactions. Ah, la réaction des patients? Ouais. Ah ouais. J'avais regardé la vidéo sur le cibathlon. C'est une vidéo, en fait, ils avaient électrostimulé les jambes d'une personne qui est paraplégique pour lui permettre de pédaler et de participer à une course. Oui. Et j'ai trouvé ça tellement touchant.
C'était pas quelque chose d'incroyable, quoi. Mais pour lui, c'était... Ouais. À mon avis, c'est quasiment impossible de comprendre son sentiment, quoi. Parce que même les paraplégiques peuvent se déplacer avec les fauteuils roulants, tout ça, mais c'est pas la même chose. C'est son propre corps qui bouge et qui est la source du mouvement, quoi. Et en plus, il transpire. La fréquence cardiaque augmente. Ouais. Je vais dire au revoir aux gens. Merci beaucoup. Au revoir. Salut, au revoir. Merci beaucoup pour toutes les infos et tout. Et puis je suis rentrée à la maison. Eux continueront à chercher des solutions. Moi à faire mes petites vidéos. Comme si ça avait été qu'une courte parenthèse de ma vie. Cussing the things, cussing the wings.